Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et de partir découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Maureen S, king de l'équipe de France de roller sur piste, que je connais depuis un petit moment, car elle est également patriote d'un autre de mes podcasts, le Leadercast. On revient sur son parcours et notamment sur ses différents stages, pas tous égaux en qualité malheureusement, en plus de démocratiser le roller sur piste, une discipline qui a toujours attisé ma curiosité. Alors, quels sont les dessous de la kiné du sport? Bonne écoute. Salut Maureen, comment ça va aujourd'hui? Salut Rudy, écoute, ça va nickel, ça va parfait. Donc toi tu es kiné, c'est ça? Ouais, je suis kiné, je suis diplômée depuis 2 ans et demi. Là actuellement je suis sur Saint-Brieuc. Et Et j'allais dire t'es kiné, mais t'es kiné du sport ou dans un domaine plus particulier? Ou kiné ouais, généraliste? je suis kiné dans le monde du roller actuellement. Dans le sport, je travaille actuellement avec le roller. En fait, le roller c'était mon sport à la base et du coup, quand j'ai arrêté mon sport tout naturellement, je me suis retrouvée, j'ai réussi à travailler dans ce milieu-là, quoi, pour découvrir la kiné du sport. C'était quoi le roller sport? Parce que moi, quand j'étais Ah gamin, oui. j'ai fait un peu de roller et c'était on faisait du slide pour les connaisseurs, donc sur les rampes, les trucs comme ça. Ouais, Roller c'est sport pour ça. moi, c'est un peu les courses comme le patinage de vitesse, j'imagine, mais peut-être Ouais, que c'est pas ça. exactement. Exactement, le roller de vitesse. En gros, c'est vraiment le patinage de vitesse. En gros, c'est un mixte entre l'athlétisme et le cyclisme sur piste. Je sais pas si tu vois des courses de cyclisme sur piste aux Jeux Olympiques avec un anneau qui est très relevé. Bien sûr. Eh bien, en gros, le roller, ça se pratique sur une piste avec un anneau qui est relevé aussi, qui fait 200 mètres, mais qui est moins relevé que le cyclisme sur piste. T'imagines bien que c'est un petit peu compliqué de monter aussi haut. Je saurais pas te donner l'inclinaison de la pente, mais bon, voilà, c'est plus qu'une piste d'athlétisme en indoor, parce que les pistes d'athlétisme indoor sont aussi relevées sur des anneaux de 200 mètres, si je me trompe pas, aussi en Ouais, non, indoor. normalement c'est ça. Et en gros, c'est un petit peu un mix entre tout ça. Et ça se pratique à la fois sur piste, donc avec un anneau de 200 mètres qui est relevé, et en même temps sur circuit routier. Donc là, circuit routier, ça peut être sur la route, entre deux ronds-points. Il y a un rond-point, une route, un rond-point. Normalement, il y a toujours un petit virage à l'envers dans l'autre sens quand c'est sur circuit routier. Ou alors, des fois, il y a des circuits qui ont été faits exclusivement pour le roller, comme moi, dans mon petit village, là où j'ai commencé le roller à Aligny-en-Belin, il y avait un petit circuit de roller qui avait été fait exclusivement, et puis les gens, ils pouvaient aller se balader dessus en trottinette. Ça faisait 333 mètres exactement, parce que ça permettait quand on fait 1 kilomètre en course, on faisait facilement 3 tours. C'est facile pour compter le nombre de tours. Donc voilà. C'est quoi les épreuves en roller de course? Alors, il y a aussi bien du sprint que du long. Comment ça fonctionne? Ouais, tout à fait. Alors en fait, ça commence, la course la plus courte, elle fait 100 mètres. Donc 100 mètres? Ah ouais! ouais, c'est une nouvelle discipline. Et d'ailleurs, il y a eu à Dijon, et enfin, il y a eu certains événements où des fois les patineurs de roller de vitesse sont confrontés à des cyclistes, ou je crois qu'il y a même eu une course contre quelqu'un en équitation. Je vais peut-être dire des bêtises, mais en tout cas, des fois, ils se sont confrontés à d'autres sports pour voir qui était le plus rapide. Et Et donc, alors? ouais, 100 mètres sur route. Qui est le plus Euh, rapide? je crois que c'était le cycliste par rapport au roller quand même. Ok. Et je veux pas dire de bêtises, mais je pense que le record du monde en course à pied d'Usain Bolt est encore meilleur que le record du monde du 100 mètres en roller. Mais c'est une Ah, ok. discipline qui est très récente. Mais on descend en dessous des 10 secondes pour les meilleurs. Pas chez les femmes, mais enfin, peut-être même chez les femmes, que je dise pas de bêtises. Mais mais en tout cas, ouais, ça fait même pas 10 ans que ça existe, le 100 mètres sur route. Avant, ça existait pas. Ils l'ont rajouté pour faire un petit peu le côté spectacle, en théorie. Ok. Et les autres épreuves alors, qu'est-ce que c'est? Alors, ensuite, donc, il y a le 100 mètres. Donc, 100 mètres, ça se déroule à trois. En fait, il y en a trois sur la même ligne, et puis c'est un tournoi. Le premier de chaque série est qualifié, etc. Et puis, ça avance comme ça. Ensuite, il y a le 200 mètres duel sur piste. Donc, 200 mètres, c'est un tour de piste. Il y en a un à chaque bout de la piste. Et puis, ils font un tour le plus rapidement possible. Là, c'est une épreuve chronométrée aussi en individuel. Ensuite, il y a du 500 mètres. Pareil, là, c'est du sprint, mais c'est un tournoi de vitesse où il y a entre 4 et 6 patineurs sur la ligne de départ. Donc, il y en a 4 en finale. Et donc là, 500 mètres, ça fait 2 tours et demi de l'anneau de 200 mètres. Ensuite, on a le 1000 mètres.
pareil sur piste. Donc là, c'est une épreuve qui est plus mixte, qu'on pourrait comparer aux 800 mètres en athlétisme, dans le sens où les meilleurs mettent 1 minute 15, 1 minute 20, et donc c'est un effort vraiment très 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 lactique. Et là, autant les patineurs d'endurance, les fondeurs, peuvent performer autant que les sprinters. Parce que pour les sprinters, c'est long, c'est très dur. Et pour les fondeurs, il faut être très très rapide. Donc les fondeurs qui sont très rapides sont très performants là-dessus. Et ensuite, on passe sur les épreuves sur route. Il y a l'épreuve du Tour. En gros, c'est 400 mètres à peu près sur circuit routier. Donc, c'est toujours du sprint. Et ensuite, en endurance, là, on passe sur des courses à points et des courses à élimination, comme il en existe en cyclisme sur piste, justement, dont j'en parlais au départ. Donc, les courses à élimination, ça fait entre 10, 15 ou 20 kilomètres. Et tous les tours ou tous les 2 tours sur piste, le dernier ou les 2 derniers sont éliminés. Donc il y a un peloton comme au cyclisme, et puis les 2 derniers qui passent la ligne d'arrivée sont éliminés. Le protocole, c'est-à-dire que ce soit le dernier, les 2 derniers ou à quel tour il y a des éliminations, ça c'est les juges qui décident le protocole en fonction du protocole en fonction du nombre de personnes sur la ligne de départ et du nombre de tours, pour qu'à la fin, normalement sur une course à élimination, actuellement le protocole c'est qu'à la fin, dans le dernier tour il y a plus que 3 patineurs. Donc dans le dernier tour, il y a plus que les trois qui vont jouer le podium, quoi. Mais c'est énorme même. Je pensais pas que c'était aussi développé. Et est-ce qu'il y a beaucoup de pistes en France? Parce que ça m'a l'air vraiment peu connu. Alors ouais, tout à fait. C'est très très peu connu, malheureusement. Moi, j'aimerais bien que ce soit beaucoup plus connu, ce serait génial. Il y a beaucoup de pistes en France, honnêtement. Non, il y en a. Il y a une quinzaine de pistes de 200 mètres, je dirais, en France. Et après, du coup, nous, nos championnats de France, nos championnats régionaux, surtout les championnats de France, les grosses compétitions nationales, elles se font assez souvent au même endroit, quoi. Disons qu'il y a une dizaine de lieux où on tourne et on retourne souvent sur les mêmes dans les mêmes régions. C'est assez développé en Pays de la Loire, de là où je viens, en Bretagne aussi. À l'époque, c'était plus développé que ça encore en Bretagne, et assez développé dans le sud de la France, autour de Toulouse. Alors voilà, il y a des lieux comme ça. Sur Bordeaux, il y a juste sur Gujan-Mestras qu'il y a une piste. Et est-ce que l'entraînement ressemble donc à ce qu'on peut voir en cyclisme sur piste? Oui, un petit peu, dans le sens où il y a des athlètes, en plus de rollers de vitesse de mon sport, qui se mettent au cyclisme sur piste. On a une patineuse d'ailleurs avec qui j'étais sur des championnats, qui est qualifiée là pour un stage de équipe de France de cyclisme sur piste espoir, enfin jeune, pour peut-être faire partie du groupe qui s'entraînera pour Paris 2024, quoi, potentiellement. Elle a eu une infime chance de participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024, par exemple. Dans le sens où les muscles engagés sont à peu près les mêmes. Donc les techniques d'entraînement sont assez similaires. Est-ce que quelqu'un qui fait du roller de course peut faire du patinage de vitesse, ou c'est vraiment très très différent? Sur glace? Ouais. Oui, tout à fait. Exactement. Tout à fait. Sur le long track. Là, tu as bien parlé de patinage de vitesse. Ouais, bien sûr, mais je pense à C'est Nils bien Van Der Poel, qui a beaucoup fait parler de lui avec ses 2 titres olympiques. Et je me dis, Exactement. voilà, est-ce que tu peux faire ça si tu fais du roller de course? Est-ce qu'il y a un transfert entre les deux? Exactement, tout à fait. Et le transfert, il est assez facile. Il y a juste, la technique est complètement différente, mais en termes de physiologie de l'effort, c'est très proche. Et il y a que quelques petits aspects techniques en fait qui sont différents. La base reste la J'allais dire même. parce que en roller, les roues sont un peu plus épaisses que le patin à glace, mais Ouais. en termes d'équilibre, il y a une grosse différence pour toi? Qui a dû faire les deux, je pense, qui a dû les tester. Moi non, moi j'ai pas pratiqué le patinage de vitesse, mais il y a beaucoup de patineurs. Là pareil, il y a au moins une petite dizaine de patineurs actuellement qui font la saison d'hiver sur glace et qui reviennent l'été faire la saison d'été en roller classique. Et on a des patineurs, les derniers patineurs de vitesse qui étaient aux Jeux Olympiques. Je pense à Alexis Contin. Je sais pas si t'en avais Bien entendu sûr, parler. bien sûr, je vois très bien qui c'est. Il venait du roller de vitesse. C'était un grand champion du monde de roller de vitesse.
Oui, parce qu'il avait fait un intérieur sport à Alexis Contat en plus. Donc, Exactement. il était relativement connu du grand public. Il s'entraînait sur la piste de Rennes, etc. Je l'ai regardé plusieurs fois celui-ci parce que du coup je le connaissais bien. Et Wayne Fernandez et Benjamin Massé, pareil, c'était les trois qui avaient fait l'équipe de France de poursuite. Une année, c'était, si je dis pas de bêtises, aux Jeux Olympiques en Russie, en 2014 ou quelque chose comme ça. Ouais, à Sochi. Je sais plus Ouais, à quelle date Sochi, c'était, mais exactement. Et donc là, du coup, donc ces trois-là, ils venaient du roller de vitesse. Donc il y a un transfert qui est vraiment qui se met vraiment en place. Et d'ailleurs, juste pour compléter, la fédé enfin le patinage de vitesse sur piste, enfin le patinage de vitesse sur glace, pardon, vient d'entrer dans notre fédération de roller. Parce que avant c'était rattaché au sport de glace, sauf que il y a aucun anneau de vitesse de 400 mètres qui existe en France parce que la Fédé des sports de glace elle veut pas mettre de moyens à allouer à tout ça, et donc maintenant on a réussi à le rattacher à notre Fédé. Comme il y a comme la plupart des patineurs de vitesse sur glace viennent du roller, on peut espérer que ce sport puisse se développer un petit peu plus en France, parce qu'actuellement ils sont obligés d'aller s'entraîner en Allemagne, aux Pays-Bas, enfin ils vont obligatoirement à l'étranger, quoi. Donc c'est ouais, compliqué. mais c'est ce que j'avais vu justement dans un des reportages sur Alexis Contin, c'est qu'il Ouais. allait à l'étranger pour s'entraîner et que souvent les meilleurs athlètes internationaux s'entraînaient presque ensemble. Ouais, exactement. Mais c'est encore exactement la même chose. Ça a vraiment pas évolué depuis, du coup. Donc c'est un petit Do- peu dommage. Donc toi, t'as fait kiné parce que, entre guillemets, je simplifie un peu, mais t'as pas pu faire carrière dans le roller de vitesse, si je comprends bien? Bah honnêtement, je sais pas vraiment si. Mais dans le roller de vitesse, c'est impossible de faire carrière, d'en devenir professionnel en tout cas. C'est vraiment impossible. Enfin Il y a impossible. personne qui a envie? Je dirais qu'en France, il y a peut-être trois patineurs de vitesse qui en vivent, et encore complètement, non. Ouais, il y en a peut-être eu un. Je vais le citer, c'est Gwendal Le Pivert. Je pense qu'il en vivait entièrement du roller de vitesse. Là, actuellement, tous les autres patineurs qui font que du roller de vitesse ont tous un tout petit job à côté, une petite source de rentrée d'argent. Où il y a actuellement peut-être Martin Ferrier. Je sais pas si il a suffisamment avec les sponsors, ou si c'est pas en LED, ou s'il fait des petits trucs à côté pour essayer de compléter, mais dans le si, il y a Elton de Souza aussi. Ouais. Allez, maximum il y a 5 patineurs, quoi. Ok. 5 Français. Donc et que des hommes. Chez les femmes, il y en a aucune. Qu'est-ce qui fait que tu deviens kiné alors? Alors qu'est-ce qui fait que je deviens kiné? Quand j'étais jeune, je me suis fait pas mal. Au début, je jouais pas mal au foot avec mes copains, copines dans la cour de récré à côté de chez moi. Et je me suis fait pas mal d'entorses de cheville quand j'étais jeune. Donc je suis automatiquement, j'ai passé pas mal de temps chez le kiné pour me rééduquer. Et directement, j'ai senti que j'étais bien au sein d'un cabinet kiné, et j'avais l'impression j'avais envie de faire le métier de kinésithérapeute. Ensuite, bah, j'ai fait mon stage de troisième. Le stage découvert de troisième, j'ai réussi à le faire dans un cabinet de kiné. Ça a confirmé ce que je pensais, ce dont j'avais envie. Et puis après tout s'est déroulé un petit peu comme prévu. Je me suis pas mal renseignée sur le chemin à parcourir pour devenir kiné. Je me suis retrouvée un petit peu à la transition entre le concours. À l'époque, c'était quand j'ai fait mon stage de troisième, donc c'était le concours qu'il fallait faire. Et on m'a bien dit que ça allait sûrement changer un petit peu. Et moi, du coup, je suis passée par la première année de STAPS au Mans. C'était encore un moment où il y avait quelques écoles qui recrutaient par le concours, et il y en avait quelques-unes qui recrutaient par STAPS, médecine, ou voire maintenant il y a même fac de bio, première année de bio. Il y a quelques places pour les meilleurs étudiants de la fac qui peuvent rentrer dans l'école de kiné. Donc moi je suis passée par STAPS. Ils prenaient les 10 meilleurs on était 30 présélectionnés, 30 en parcours kiné, et puis les 10 meilleurs entraient ensuite en kiné directement. Et est-ce que tu as fait kiné pour travailler dans le sport? Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est clairement, j'étais passionnée par le sport, et du coup, ben c'était la possibilité de faire un métier suffisamment reconnu pour avoir suffisamment de liberté. Je savais que ce métier allait vraiment m'apporter pas mal de liberté dans ma pratique. Je savais que j'avais besoin d'avoir de la liberté, enfin, dans ma pratique et aussi dans ma vie personnelle.
et en même temps pouvoir garder les deux pieds dans le sport, quoi. Faire à la fois travailler avec le sport et à la fois faire un métier où on est vraiment actif. C'est-à-dire que même si je travaille pas avec des sportifs, ben avec mes patients lambda, je vais leur faire du sport. Enfin, en tout cas, je vais essayer de les amener vers le sport. Donc, je garde vraiment un lien direct avec le sport. Dans ce que tu m'as dit quand tu m'as écrit, tu m'as dit que tu coachais bénévolement des jeunes en roller, Ouais, en tout à fait. course de roller. Tout à fait, ouais. Comment c'est que t'es bénévole là-dessus? Ben, écoute, en fait, je suis arrivée sur Saint-Brieuc, donc je suis diplômée de 2020. J'ai fait 2 mois de remplat, comme tous les jeunes diplômés font au départ, l'été, en restant chez mes parents tranquillement. Et ensuite, en septembre 2020, j'ai fait le choix de venir à Saint-Brieuc. J'avais pas encore arrêté le roller à l'époque pour continuer de m'entraîner en roller de vitesse à Saint-Brieuc, parce qu'il y a un pôle espoir de roller. Et là, moi, j'étais partenaire d'entraînement. En gros, je m'entraînais avec les jeunes lycéens qui sont au pôle. Et parce que les méthodes d'entraînement et les valeurs humaines de l'entraîneur qui s'appelle Vincent me convenaient bien et j'avais envie de tester et d'intégrer ce groupe d'entraînement. Malheureusement, je m'étais déjà un petit peu blessée au dos lors de mon premier stage d'entraînement en équipe de France début 2020, juste avant le Covid. Puis pendant le Covid, on était pas mal inactifs, donc j'ai pas réussi à bien me soigner, je faisais mon mémoire, etc. C'était compliqué. Et quand j'ai voulu donc commencer à m'entraîner plus travailler en septembre, octobre, novembre 2020, ça l'a pas fait, mon corps m'a pas suivi et j'ai décidé d'arrêter le roller et de me consacrer qu'à mon métier. Et donc petit à petit, comme j'étais donc au début j'étais patineuse au sein du pôle et donc j'avais un échange constant avec l'entraîneur, ça passait bien. Il savait que j'étais kiné à côté, donc au début, il m'a envoyé, il y avait un ou deux athlètes qui étaient blessés ou qui avaient des petites douleurs. Il me les a envoyés dans mon cabinet de kiné, ça s'est bien passé. Ensuite, on a créé petit à petit de plus en plus de relations. Il m'a donné l'opportunité déjà d'être kiné de l'équipe de France de roller. Donc ensuite, 1 an après être diplômée, j'ai participé au championnat d'Europe de roller en tant que kiné. Donc ça, c'était génial. C'était une superbe opportunité. Et moi de mon côté, je suis vraiment une passionnée de l'entraînement, de vraiment des méthodes d'entraînement. J'ai toujours cherché je me suis beaucoup entraînée seule et du coup j'ai toujours cherché à comment mieux s'entraîner. Euh, donc dans ma pratique de la kiné, du coup je me suis entraînée aussi. Enfin, je me suis beaucoup renseignée sur la musculation, etc. Donc c'est tout naturellement que comme je savais que j'avais des connaissances, j'avais des choses à lui apporter au coach qui m'avait donné l'opportunité d'aller en équipe de France. Je me suis dit que je pouvais l'aider en, en, en lui donnant mon temps sur les séances de muscu. Parce que moi, je récupérais des patineurs après et qui étaient blessés. Et en gros, notre boulot de kiné, il est vraiment à la limite entre la préparation physique et le soin, quoi. Enfin, je sentais que j'avais quelque chose à faire, et que j'avais besoin de l'aider sur les séances de muscu, quoi. Ok, Je sais pas mais trop moi, comment l'expliquer. tu vois, mais tu m'as dit, tu m'as marqué que tu faisais ça bénévolement, donc t'étais pas payé Ouais. pour ça. Mais comme il venait au cabinet, tu avais Ah quand oui, même une part de exactement. rémunération, j'imagine. Mais quand tu faisais la Ouais. muscu avec eux, là, t'étais pas payé par contre. Exactement, exactement. En fait, quand les jeunes viennent au cabinet, bah, ils ont une ordonnance, donc ils sont remboursés par la Sécu et enfin, je suis payée comme avec n'importe quel patient. Et par contre, quand je fais la muscu, je dis bénévolement parce que ben en fait, c'est moi qui je me suis proposé de faire ça. Il m'a pas particulièrement demandé et c'est lui, il est payé. Enfin, c'est la région qui gère le pôle et il a pas les moyens de me payer. Il y a pas suffisamment de moyens pour que je sois rémunérée. Ok. Donc du coup, j'ai dit, il faut que je me renseigne parce que il me semble que en tant que, enfin, dans le bénévolat, je pense que je peux me faire des petites déductions d'impôts pour avoir un petit retour sur cet investissement, mais je le fais pas pour l'argent, je le fais pour me développer professionnellement, on va dire, pour apprendre de nouvelles compétences, quoi. C'est hyper intéressant. Moi, je trouve ça assez énorme que tu te retrouves en moins d'un an en tant que kiné de l'équipe de France. Et donc, je me Ouais. demande, c'est quoi le rôle d'un kiné de l'équipe de France au sein de la fédération de roller? Qu'est-ce que tu fais exactement? Par exemple, au championnat d'Europe, Ouais. tu fais quoi? Est-ce que tu fais
juste des massages ou voilà, moi dans mon imaginaire c'est ça, tu es là et puis tu masses les athlètes entre les compétitions. Est-ce que c'est ça ou est-ce que tu fais autre chose? Ouais, alors en partie il y a ça, clairement. Alors moi je suis jeune, je suis arrivée, j'ai un petit peu changé les choses l'année où je suis arrivée parce que l'année d'avant, ma collègue qui est aussi une relativement jeune kiné, disons qu'avant on représente un petit peu une nouvelle génération de kinés. À l'époque, je pense que c'était beaucoup que du massage. Et nous, on a essayé d'inculquer de nouvelles choses, d'ajouter des choses dans notre rôle de kiné. C'est-à-dire qu'effectivement, avant, c'était principalement du massage. Et nous, on a essayé d'intervenir un petit peu plus sur les échauffements, sur les routines d'échauffement. On essaye d'être vraiment hyper présent auprès des athlètes juste avant le départ de la course, c'est-à-dire que il y a des tentes autour de la piste. Normalement, le kiné il est juste dans la tente autour de la table, effectivement, à faire des massages, des étirements, des petits trucs, enfin à faire des straps, des petits tapes. En fait, on est un petit peu au service des athlètes. Tout ce qu'ils vont nous demander, on va essayer de leur faire, parce que dans ce contexte-là, dans le contexte d'une compétition, l'effet placebo entre guillemets, il est hyper important. C'est-à-dire que ce à quoi l'athlète croit, il faut absolument aller dedans parce que c'est ce qui va être le plus efficace. De toute façon, je l'ai vu d'ailleurs en formation de kiné il y a 2 semaines. Comme je fais une formation de kiné du sport, on a bien revu avec un formateur que l'effet placebo, ce qu'on appelle l'effet non spécifique d'une technique, il est presque plus important que l'effet spécifique d'une technique. Donc, dans le contexte du sport, c'est vraiment très important. Mais donc, on a quand même voulu ajouter le petit côté routine d'échauffement dans notre rôle. Et on est aussi infirmier entre guillemets, dans le sens où dans le roller, au championnat d'Europe, on n'a pas de médecin avec nous ni d'infirmier. Et il y a beaucoup de chutes, donc les patineurs tombent, ils se font des plaies, et c'est nous qui faisons leur pansement. Donc c'est une part plus ou moins importante du travail en fonction de comment se déroulent les courses. Mais des fois, ça peut nous prendre 1 à 2 heures par jour à faire des pansements, à refaire les pansements des athlètes. Parce qu'il y a des secouristes, mais bon, ils font pas ça aussi bien qu'on voudrait qu'ils le fassent autour de la piste. Est-ce que ça a été bien accepté, justement, tous ces petits trucs que tu as essayé avec ta collègue de mettre en place? Ouais. Alors, au départ, on a eu des petites remarques. On nous a demandé si ça faisait partie de nos compétences. Enfin, on nous a demandé, ouais, un petit peu pourquoi on faisait ça. Les entraîneurs étaient un petit peu réticents. Enfin, en tout cas, ils nous ont pas vraiment valorisé au départ. En tout cas, vraiment, ils nous ont pas valorisé au départ. Après, petit à petit, ils ont du mal à vraiment nous valoriser là-dessus. Mais là, petit à petit, je vois que c'est vraiment très très bien accepté et que ça leur plaît qu'on ait intégré ça et que c'est des choses qu'ils ont de plus en plus intégrées parce que je vois de plus en plus de patineurs dans le roller s'échauffer avec des élastiques un petit peu avant les courses, enfin, s'échauffer différemment en tout cas. Et surtout, les entraîneurs de la Fédé, ils m'ont demandé de rédiger un petit en fait, il y a un peu une sorte de newsletter qui est envoyée Au au club? coach. Ouais, au club exactement, tous les 3-4 mois. Et ils m'ont demandé de rédiger quelques pages sur l'échauffement, justement, sur créer des routines d'échauffement. Donc, ce que j'ai fait avec plaisir. Et donc, c'est un bon retour. Enfin, ça veut dire que ce qu'on a fait, ça leur plaît, quoi, finalement. Donc, c'est cool. Mais au début, tout le monde, je dis tout le monde, beaucoup étaient contre toi, quoi, j'ai l'impression. Bah, en Ils voulaient vrai, pas que tu mettes en place, que tu changes leur habitude. ouais, pas forcément. Ils étaient pas forcément complètement contre. Disons on a fait simple nous au début. On l'a mis en place juste avec les jeunes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs catégories au championnat d'Europe. Il y a les juniors B, les juniors A et les seniors. En gros, cadet, junior, senior. Et, si je résume par rapport à des catégories qui existent un peu dans tous les sports. Et nous, on l'a fait avec les plus jeunes, les cadets ou les juniors B dans notre sport. C'est-à-dire que eux, c'était leur premier championnat d'Europe. Surtout que l'année d'avant, si je dis pas de bêtises, ouais, l'année d'avant, c'était l'année du Covid, donc du coup, il n'y avait pas eu de championnat d'Europe, donc tous ceux qui étaient là dans cette catégorie-là, c'était leur premier championnat d'Europe. Donc ils connaissaient pas le fonctionnement, etc. Et puis c'est des jeunes en plus qui savent pas forcément s'échauffer. Donc finalement, eux, les jeunes, ils étaient indirectement, parce ils nous ont pas exprimé leur besoin d'être guidés sur l'échauffement, mais ils étaient dans le besoin d'avoir un guidage sur l'échauffement, parce que
ils savent pas vraiment bien s'échauffer à cet âge-là. Et puis, ils arrivent dans une grande compétition internationale, un championnat d'Europe pour la première fois, ils sont un petit peu perdus, ils regardent un peu à droite à gauche, donc ils peuvent vite se perdre et pas savoir comment s'organiser dans leur échauffement. Donc finalement, on a vraiment été utile auprès d'eux. Et eux, les jeunes, ils l'ont plutôt bien accepté, c'était cool. On n'a pas essayé directement, par contre, de l'intégrer, enfin de l'imposer aux catégories supérieures. Par contre, Est-ce que progressivement, ça s'est mis en place dans les catégories supérieures? ouais, exactement. En fait, petit à petit, on n'est pas allé directement vers les plus grands pour leur demander de faire ça, etc. Par contre, eux, en nous voyant faire avec les plus jeunes, sont venus vers nous, nous ont posé des petites questions et puis nous ont demandé des petits conseils. Et puis ensuite, nous, on y a répondu avec grand plaisir et puis on les a aidés dans ce cheminement-là aussi. Donc c'était vraiment cool. Tu m'as dit que ton rêve, donc avant qu'on fasse le podcast, c'était de participer aux Jeux Olympiques en tant que kiné. Ouais. J'ai l'impression que dans le roller, c'est pas olympique à ma connaissance, et peut-être que ça va le donner, peut-être que tu as des infos à nous donner là-dessus de coulisses. Mais comment tu vois la chose? Ouais, tout à fait. Alors, dans le roller, effectivement, actuellement, c'est pas possible, mais il y a quand même le skateboard qui est dans le roller, qui est aux Jeux Olympiques, pardon. Et le skateboard fait partie de notre fédé. En fait, c'est la fédération de roller et de skateboard. Le nom complet actuellement, c'est ça. Donc, le skateboard fait partie de la fédé de roller. Après, j'ai fait un stage, j'ai fait aussi un stage d'entraînement d'équipe de France jeune de skateboard en tant que kiné cet été, là. Et cet été, j'ai refait aussi les championnats d'Europe qui étaient en Italie de roller. Et donc, pour revenir au skateboard, ça m'a pas vraiment donné envie de les suivre plus et de participer aux Jeux Olympiques de Paris, par exemple, avec le skateboard, parce que j'avais pas grand-chose à leur apporter. Ben là, j'étais avec les jeunes, mais on n'avait pas grand-chose à leur apporter. C'est un sport que je connais pas très bien en plus pour le moment. Au niveau en termes de technique, etc. Il y a plein de skills, il y a beaucoup de noms de noms anglo-saxons dans les mouvements réalisés, etc. Et puis je trouvais pas, enfin nous dans le roller en fait il y a une culture du travail, et il y a une culture du professionnalisme. Il faut vraiment bien dormir, bien manger, beaucoup s'entraîner. Si on veut performer, c'est vraiment un sport d'endurance par excellence quoi dans les méthodes d'entraînement. Et dans le skateboard, c'est une vision complètement différente. C'est plus au feeling. C'est plus, ils font pas vraiment attention à tout ce qui est à côté. Après, c'est un sport qui est jeune actuellement. Enfin, c'est pas encore très cadré, donc ça va peut-être se développer. Mais ça m'a pas vraiment donné envie de continuer avec eux. Donc, si j'ai envie de faire des Jeux Olympiques avec un sport, ce serait plutôt peut-être avec le cyclisme, peut-être avec le patinage de vitesse sur glace, l'hiver, je sais pas encore. Tu m'as dit aussi que tu avais fait un stage à Clairefontaine en tant que kiné, en kiné en Ouais, tout cas. exactement. Ouais. Ouais, c'est vrai que je suis jeune, mais j'ai déjà eu pas mal d'expérience dans le domaine du sport. Comme je savais que je voulais directement aller là-dedans, en école de kiné, avant de faire Clairefontaine, j'ai fait Lorient aussi. J'étais en troisième année d'école de kiné. C'était le stage un stage d'un mois et demi, septembre-octobre, et je me suis retrouvée avec le groupe professionnel de Lorient. Enfin, je me suis retrouvée. J'ai postulé, puis on m'a accepté, et je me suis pas retrouvée là comme ça, et hop. Comment c'était Euh, à Lorient? Est-ce que vous étiez plusieurs kinés? Comment était constitué le staff? alors, il y avait deux kinés, Que deux et kinés du pour tout le groupe pro? ouais, exactement. Ah Ouais, il y avait ouais. que deux kinés, et puis ben moi en stagiaire, quoi. Ouais, c'était pas énorme. Que deux kinés pour tout le groupe pro. Et il y avait trois kinés différents qui intervenaient avec les jeunes qui étaient au centre de formation. Ils intervenaient juste le soir. Enfin, il y avait un roulement entre les trois autres kinés. Je suis allée un tout petit peu avec les autres kinés. Et est-ce qu'à côté, il y avait des préparateurs physiques, des médecins? Alors ouais, Comment était le il y staff avait, médical? il y avait un médecin à temps plein, un médecin avec qui j'ai eu de très bonnes relations. D'ailleurs, c'est grâce à lui qu'ensuite j'ai été en stage à Clairefontaine. C'est lui qui m'a donné les contacts de Clairefontaine et je pense peut-être que je le remercie. Je pense il a peut-être dû me faire de la bonne pub pour que je sois acceptée ensuite à Clairefontaine. Et il y avait un prépa physique.
Donc un prépa physique, deux kinés et un médecin. Le Donc là, médecin, ce qui était cool, c'est qu'il avait là, l'échographie de la main. j'allais dire ton rôle, Ouais. c'était quoi au club de foot alors à Lorient en tant Quand que kiné? j'étais stagiaire là. J'étais stagiaire, j'étais en école de kiné. Mais je veux Mais dire, tu faisais quoi? Tu faisais, est-ce que tu pouvais mettre en place des choses qui te tenaient à cœur ou en fait, tu étais cantonné à appliquer ce qu'on te disait de ben, faire? honnêtement, j'avais quand même un petit peu de liberté. C'était cool parce que je me souviens qu'il y avait, par exemple, j'avais eu un joueur qui s'était fait opérer des ligaments croisés et qui était en milieu de rééducation et on m'avait donné de lui faire ses séances de renforcement musculaire dans la salle. En gros, c'était plutôt bien fait parce qu'il y avait la salle de kiné avec des grandes baies vitrées qui donnaient directement sur la salle de musculation. Salle de musculation qui était aussi utilisée un petit peu pour les kinés pour faire des exercices et aussi utilisée par le prépa pendant les séances de muscu, quoi. Mais les joueurs y allaient à chaque fois avant chaque entraînement. Donc nous, on l'avait de libre sur la plage d'entraînement de 10h à midi, quoi. Avant 10h, c'était les joueurs qui venaient faire leur petit échauffement, leur petite routine de renfo avant l'entraînement. C'était pas une bonne routine de renfort que tu voyais? Comment? Euh, Bah après c'était il y a longtemps, j'avais pas du tout le même regard que maintenant, honnêtement. Enfin, j'étais quand on est à l'école et qu'on n'a pas encore pratiqué, on est un peu insouciant, enfin on prend un peu tout et honnêtement je sais plus. Mais enfin je pense que c'était pas si mal que ça, c'était plutôt individualisé. Après par rapport à la vision que j'ai maintenant, je pense que je dirais que c'était nul entre guillemets. Mais mais oui, on évolue quoi. Et donc, après Lorient, donc Clairefontaine, qu'est-ce que tu as été faire à Clairefontaine? Alors, à Clairefontaine, j'ai fait mon stage de quatrième année, du coup. C'est le stage de 3 mois. Le dernier stage, on appelle ça le clinica. Et donc là, en fait, à Clairefontaine, il y a un centre médical. C'est pas, quand on dit Clairefontaine, on pense centre d'entraînement de l'équipe de France. On pense que j'étais forcément avec l'équipe de France de football, mais pas du tout. En fait, il y a vraiment un centre médical. Ils ont créé leur centre médical où quand j'y étais, il y avait 4 kinés. Maintenant, ils sont 5 kinés et 2 prépas physiques. Et donc, il y avait 4 kinés et un prépa physique à temps plein, plus un stagiaire prépa physique qui était là tout le temps et qui avait le même rôle pratiquement que le prépa physique. Il était stagiaire, mais il avait beaucoup d'autonomie. Et il y a 3 médecins dans le pôle de Clairefontaine. Donc voilà comment c'est organisé et ils prennent en charge en fait des sportifs professionnels ou semi-professionnels ou amateurs mais qui sont prêts à payer parce que ça a un coût, tout n'est pas pris en charge par la Sécu, c'est un coût supplémentaire qui viennent en rééducation pour des durées de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Des fois c'est juste à la demi-journée, il y a plusieurs formats de prise en charge. Mais il y a pas mal globalement la grosse base c'est des footballeurs Ligue 1, Ligue 2, pas forcément de très grands clubs, parce que les très grands clubs, ils ont leur centre de rééducation, plutôt des footballeurs de clubs qui n'ont pas forcément tout ce qu'il faut dans leur club pour être bien suivis quoi, sur le long terme, quand ils ont des grosses blessures. Et donc là, durant ce stage, tu as pu voir un autre côté de la kiné? Ouais, bah j'ai découvert vraiment le monde du sport de l'intérieur. Et ben là, ce qui m'a un peu embêté, c'est il y avait presque trop de moyens, trop de moyens financiers, enfin ouais, ils avaient trop de moyens. Et du coup, bah ils ont toutes les machines possibles. S'il y en a qui connaissent, ben ils ont l'haltère-G, Donc ils l'haltère-G, ont pour ceux qui connaissent pas, c'est le tapis où on peut courir en enlevant de son poids, en gravité en quelque ouais, sorte. exactement, exactement. Et je me souviens même, il y a le BFR aussi, c'est les bandes qui permettent de comprimer. Pour faire de Euh, l'entraînement, du renforcement sous occlusion. ouais, Pour ceux exactement. qui ne connaissent pas, donc il y a un article, si jamais pour ceux qui connaissent pas, sur mon site rudicoya.com. J'avais écrit un article sur l'entraînement sous occlusion musculaire. Ok, ouais, exactement. Et dans le cadre de la rééducation, actuellement, c'est quand même assez prouvé que c'est efficace. D'ailleurs, quand j'étais à Lorient, j'avais fait une petite revue de littérature à ce sujet-là, je me souviens à l'époque déjà. Et c'est efficace, mais sauf que pour moi, c'est un petit peu gadget. Il y a toujours moyen d'optimiser, de faire des choses, en faisant des choses simples, d'être aussi efficace qu'avec des machines. Et Pour moi, ouais. excuse-moi Maureen, est-ce qu'il y avait d'autres machines que tu n'avais pas vues ailleurs? Bah ouais, il y avait l'isocinétique.
L'isocinétisme, ils avaient 3 machines d'iso. Il y avait les 2 marques différentes, Biodex et Contrex, pour le faire au niveau de la cheville, au niveau du genou, au niveau de l'épaule, au niveau du dos. L'iso, ça te parle, Rudy? Oui, oui, tout à fait. Bah alors, mais comme c'est moi qui explique, c'est quoi l'isocinétisme? Ouais, l'isocinétisme, en gros, c'est une machine qui va permettre de s'adapter si on prend par rapport au genou, en gros, c'est comme un leg extension, mais qui va s'adapter à la force qu'on va produire pour que la vitesse du mouvement soit toujours constante. En fait, on va programmer une vitesse de mouvement et puis ensuite, il va s'adapter à la force. C'est-à-dire que si on programme le classique, c'était 60 degrés par seconde pour travailler la force. Eh bien, là, le joueur, il va pouvoir mettre toute la force qu'il voudra. Là, il va pas monter le pied plus vite, quoi. Ça va s'adapter à la force. Malgré le fait qu'il essaye d'aller le plus vite possible. En fait, Voilà. il peut pas. La machine est limite. Lui, il met le plus de force possible. Et en fait, tu peux pas accélérer. C'est ça, exactement. Et du coup, c'est Visuellement, très en tout cas. intéressant. Visuellement. Ouais, exactement. Et du coup, c'est très intéressant pour tester les performances en force, tester Ah, des pics de force pour voir quelles sont les faiblesses, etc. Il y a, après, sinon, il y avait juste, il y avait beaucoup de charges. Et ils avaient aussi je me souviens plus comment ça s'appelle, les lumières qu'on peut allumer. oui, je vois pour travailler ton temps de réaction. Ouais, exactement. Pareil, ça, je pense que ça coûtait relativement cher. Bon, c'était pratique, mais je trouve ça gadget. L'ISO, par contre, je trouve pas ça. Enfin, ça a une partie gadget, mais ça a une partie diagnostic et bilan qui peut être intéressante, même si c'est pas très fonctionnel. Qu'est-ce que tu arrives à détecter avec ça, justement? L'ISO, Ouais. la machine ISO cinétique, on peut diagnostiquer une faiblesse, un déficit de force musculaire d'un côté, enfin par exemple côté opéré par rapport au côté sain, et ensuite on va calculer le pourcentage de déficit. Et en kiné, par exemple, ça servait de test diagnostic pour le retour au sport après une opération au niveau du genou. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait moins de 10% de déficit d'un côté par rapport à l'autre pour pouvoir reprendre le sport. Pour reprendre la course à pied, on utilisait plutôt 20% de déficit de force. Enfin, il fallait qu'il y ait moins de 20% Ok. environ. Après, voilà, ça, c'est des normes qui sont déterminées, mais on peut pas prendre en compte juste cette norme-là. Il n'y avait pas que ça qui comptait dans autoriser un joueur à reprendre le sport ou autoriser un joueur à recourir. Mais c'est juste un petit élément en plus, objectif, quoi. Quand on se dit, bon, on a l'impression que t'as moins de force d'un côté ou de l'autre, bon, on fait le test et puis là, on est sûr, quoi. Alors, comment ça s'est passé pour toi à Clairefontaine? Clairefontaine, c'était assez difficile, honnêtement. C'était pas ma meilleure expérience sportive. Je suis arrivée à un moment où je pense que j'étais aussi très fatiguée. Enfin, je suis arrivée à Clairefontaine vraiment au moment où j'avais des gros objectifs sportifs. Donc j'avais envie de beaucoup m'entraîner dans mon sport. Je pensais beaucoup à ça. Et en même temps, j'avais cet objectif. C'était un petit peu un accomplissement aussi pour moi. C'était un rêve qui se réalisait de me retrouver directement en stage dans le milieu du sport. Et je pense que mon corps j'étais déjà pas mal fatiguée d'avoir mené de front mes études de kiné et mon entraînement sportif sans aucune adaptation auparavant. Et, je me suis pas sentie très à l'aise avec les kinés du centre. Enfin, pas avec tous. Honnêtement, il y avait certains avec qui j'étais pas forcément très à l'aise. Et je me suis vraiment pas sentie très, très, très bien intégrée. J'ai eu l'impression de pas vraiment profiter de mon stage, d'être un petit peu en décalage. Et avec le recul, je me rends compte que finalement, c'est juste que c'est pas forcément la kiné qui me convenait, quoi. C'était, comme je le dis juste avant, il y avait presque trop de gadgets, un petit peu trop superficiel et pas assez profond et concret, quoi. En tout cas, ça correspondait pas finalement, ça correspondait pas à ma vision des choses, quoi. C'est quoi, toi, ta vision des choses sur la kiné aujourd'hui avec tes expériences depuis Clairefontaine? Du coup, comme je le dis juste avant, j'aime partir de choses très simples, de partir de revoir les bases en fait, les bases. C'est-à-dire que un athlète qui sait pas être à l'écoute de son corps, qui sait pas
qui a pas une bonne proprioception au sens propre du terme, c'est-à-dire vraiment savoir contrôler toutes ses articulations dans l'espace, etc., savoir se placer. Mais il pourra jamais y arriver. On peut lui faire n'importe quel exercice, mais s'il ressent pas ses muscles, alors on pourra pas réussir à le traiter, quoi, par exemple. Et des fois, on parle trop de faire tel ou tel exercice, mais si la personne, elle sait pas pourquoi elle fait ça et elle ne ressent pas l'exercice, enfin, elle ressent pas le travail qu'on veut lui demander, surtout, ça a pas d'intérêt et on va un petit peu droit au but. Et des fois, je trouve qu'on n'écoute pas forcément, on n'échange pas forcément assez avec les athlètes. On n'essaye pas forcément assez de les comprendre profondément, de comprendre leur histoire aussi, tout ce qui les a menés jusque-là, et on va les traiter juste à l'instant T. On va traiter la lésion, juste la zone qui lui fait mal, alors que dans son passé, il a eu plein d'autres choses qui ont fait que il a certaines articulations qui sont moins mobiles, moins fortes, et qu'il va peut-être falloir traiter en priorité avant d'aller s'attaquer à la source du problème, parce que des fois, c'est juste une conséquence finalement. Donc moi, ma vision, en fait, finalement, si je résume, elle est actuellement plus globale et holistique, alors que à l'école de kiné, on nous apprend quelque chose de biomédical, Bah, on t'apprend moi de ce que je connais, on t'apprend des protocoles tout faits. Ouais, C'est, je donne l'exemple du LCA, donc ligament croisé antérieur que tu fais au genou. Ben voilà, à tant de jours tu fais ça, à tant de jours tu fais ça, à tant de jours tu fais ça. On t'apprend des protocoles et on dit voilà comment ça doit se passer. Et après, c'est une fois que tu as fait tout ça, ciao amigos, débrouille-toi quoi. ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Bah là, moi, je suis pas du tout là-dedans. C'est-à-dire que, en fait, tout ce qui me parle pas, je vais pas le retenir de toute façon. Je sais que je fonctionne comme ça et du coup, je fais beaucoup confiance à mon expérience et du coup à mon feeling. On va dire, j'ai vraiment confiance en ce feeling. Je pense que si on prend un petit peu de recul sur les choses, notre corps, notre cerveau, même en tant que professionnel, il est vraiment hyper bien fait et tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a appris, ça reste ancré. Et ensuite, notre cerveau, c'est un petit peu comme s'il tournait tout seul et puis hop, il va nous sortir la meilleure solution à l'instant T, si on se pose pas trop de questions et si on va pas chercher trop loin, quoi. Des fois, simplement, hop, on va trouver juste en écoutant notre intuition. Des fois, je pense que c'est plus pertinent que de se fier à ce qu'on a appris bêtement et méchamment, quoi, finalement. Comment t'as fait pour te former après avoir eu ton diplôme de kiné? Parce que là, tu dis que t'es Euh, en kiné sport, t'es en kiné sport où là, actuellement? Là, je fais la formation qualif, kiné Lyon formation, Ok, je kiné, vois, en tout à fait. formation de kiné du sport, du coup, qui est justement très holistique et qui me convient parfaitement et au sein de laquelle vraiment je m'éclate. Donc j'ai commencé en septembre 2022, du coup, en septembre dernier. Ça dure 1 an et demi, il y a 12 week-ends de formation. Et comment je fais? Bah, du coup, je paye de mes propres moyens et je me déplace de mes propres moyens parce que j'habite sur Saint-Brieuc et je me forme à Bordeaux. Donc il n'y a pas beaucoup de lieux, tous les lieux de formation, de cette formation-là étaient loin de chez moi. Donc dans tous les cas, il fallait que j'aille assez loin. Donc voilà, mais c'est avec grand plaisir que je vais jusqu'à Bordeaux et que je paye de mon côté en partie pour la faire, quoi. Tout à l'heure, je te titillais un peu sur ton rêve d'accompagner des athlètes ou des équipes de France aux Jeux Olympiques. Ouais. Et- Est-ce que c'est toujours le cas, entre guillemets? Parce Là, qu'avec ce que tu m'as dit de Clairefontaine, alors ouais. je fais une généralisation voulue pour le podcast, mais on peut imaginer que plus il y a d'argent dans un milieu, plus, entre guillemets, ça ne va pas correspondre à ta vision et où il va falloir aller vite et pas prendre son temps et parce qu'il y a de l'argent en jeu. Tu vois, un peu comme Ouais. dans le foot, bah, là on parlait de Clairefontaine, mais dans le foot, moi qui écoute pas mal de podcasts de sport en tout genre, on voit qu'il faut aller très très vite. Ouais. Est-ce que tu n'as pas peur, c'est pas le mot non plus, mais tu penses pas que justement en allant en tant que kiné aux Jeux Olympiques avec un sport peut-être majeur, et il y a ces contraintes justement d'aller très très vite et que tu puisses pas mettre en place ce que toi, ce que t'es ta vision de la kiné aujourd'hui?
Ouais, exactement, exactement. Du coup, mon rêve à l'époque, c'était un petit peu genre j'avais envie de d'être aux Jeux Olympiques pour être la kiné aux Jeux Olympiques. Et effectivement, maintenant, je prends pas mal de recul là-dessus. Et en fait, ce dont j'ai envie, c'est pas d'être aux Jeux Olympiques pour y être, pour dire ouais j'ai été kiné aux Jeux Olympiques. Ce serait plutôt, comme j'avais dû t'en parler un petit peu dans le mail, d'accompagner, d'essayer de trouver le moyen de vraiment aider quelqu'un à atteindre son rêve aux Jeux Olympiques. Après, voilà, les Jeux Olympiques, c'est le plus sportivement parlant, c'est un petit peu la Mecque, c'est vraiment le plus grand événement. Donc ce sera un petit peu un accomplissement de pouvoir aider un ou plusieurs sportifs à atteindre vraiment leur rêve aux Jeux Olympiques. Et je me dis même si j'y suis pas sur le moment en tant que kiné, c'est pas grave. Mais ce que j'ai envie, c'est d'avoir pu en fait, si pendant plusieurs années j'ai aidé de par ma profession un athlète à se préparer aux Jeux Olympiques, je sais que pendant les Jeux Olympiques, quand lui va faire ses Jeux, va participer, je vais le vivre avec lui. Et c'est de ce genre d'émotion que j'ai envie de partager, de ressentir, quoi. Finalement, c'est plutôt ça, mon objectif. Est-ce que, Avec un peu de... j'ai une question, je reviens sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Est-ce que quand on est kiné d'une équipe de France, on est payé? Et si oui, Ouais, est-ce qu'on est bien payé? Parce que en ce moment, il y a tout un débat justement sur la rémunération des kinés ouais, qui est franchement un peu trop basse comparé au niveau d'études et à ce qui est fait. Et ce qui oblige certains kinés à abuser du système, à prendre plein de patients en même temps. Voilà, des trucs qui sont assez connus. Est-ce qu'on est bien payé quand on est kiné équipe de France? ouais, exactement. Alors oui, on est payé. Pour être très honnête, on était payé 180 euros par jour et là l'année dernière ça a dû augmenter à 190, peut-être un truc comme ça. En gros, c'est du brut par jour, donc de ça il faut qu'on retire nos cotisations URSSAF, Carpinco et puis les impôts. Après, on est nourri, logé, blanchi. Mais le voyage est inclus et nous avec la Fédé de roller on est payé même sur nos jours de transport, c'est-à-dire que si je pars à midi et que je toute mon après-midi je la fais que dans les transports pour me rendre sur le lieu de compétition, bah, je vais quand même être rémunéré ce jour-là. Donc c'est quand même disons que on est moins bien payé que si on passe une journée au cabinet potentiellement. Après ça dépend du nombre d'heures qu'on fait. Moi je le fais pas pour l'argent, je le fais vraiment pour le plaisir, quoi. Si on veut calculer, enfin, celui qui veut gagner le plus d'argent possible, entre guillemets, il va pas choisir d'aller bosser dans le sport, clairement. Enfin, en tout cas, dans le sport, euh, payé par une fédération. Parce Mais ouais, non, qu'après, il y a mais des c'est quand même pas mal parce que finalement, quand tu es avec l'équipe de France, tu fais pas de la de kiné toute la dépenses. journée, tu vois. Ouais, tout à fait. Tu le fais Ouais, qu'à tout à certains fait. moments et en fait, justement, là, tu peux rentrer, j'ai envie de dire, dans ce côté, connaître les athlètes que tu connais en plus dans le roller, déjà, Ouais. mais vraiment plus investiguer et plus faire ce qui t'intéresse. Ouais, exactement, exactement. Après, on n'est pas quand on est sur un lieu de compétition. Moi, ce qui m'intéresse, ce serait plutôt le suivi en dehors des compétitions. Et quand on est sur la compétition, on est un peu dans le stress, on est un petit peu dans le speed quand même. On n'a pas le temps de mettre en place tout ce qu'on voudrait. On est toujours un peu fatigué parce qu'on se couche très tard. En roller, les compétitions, les courses commencent assez tôt le matin avec les sprinters parce qu'ils ont leur série, souvent à 9h, donc ils se lèvent à 7h. Donc des fois, on a des petits soins à faire à 7h30, juste après le petit-déj, avant qu'ils partent s'échauffer. On va après superviser un petit peu leur échauffement ou faire des petits trucs de préparation aux alentours de 8h, entre 8h et 9h. En général, nous, on est toujours deux kinés, du coup, on se partageait il y en avait un kiné qui faisait le matin sur la piste et l'autre qui restait le matin à l'hôtel et qui voyait les athlètes qui allaient rouler l'après-midi ou qui étaient venus qui s'étaient entraînés ou qui avaient fait la compétition la veille et qui avaient des petites douleurs ou qui avaient besoin de soins à l'hôtel. Et ensuite l'après-midi on échangeait en général, donc on avait toujours une demi-journée un petit peu plus cool à l'hôtel, mais on a toujours de la demande, en fait on travaillait presque toute la journée. Moi j'arrivais juste à me prendre j'essayais de me prendre tous les jours au moins trois quarts d'heure, une heure pour aller courir ou faire un peu de sport, personnellement, de mon côté, c'était mon petit moment à moi. Et des fois, j'étais obligée de me le caler entre 6h30 et 7h, quoi. Ou entre 7h et 7h30. Parce que le soir, les compétitions finissent assez tard et
On va prendre des athlètes en soins. Il y en a qui sont assez demandeurs après les compétitions et qui préfèrent ça à aller se coucher tôt parce qu'ils sont dans l'adrénaline de la compétition. Et ils arrivent pas forcément. S'ils vont se coucher juste après la course, ils vont pas forcément réussir à s'endormir tout de suite. Donc là, j'accepte volontiers, y a pas de souci. Et puis des fois, on les avait jusqu'à minuit, quoi. Donc on se couchait pas avant minuit et demi, 1 heure. Donc ça fait des grosses journées en réalité. S'il y a des gens qui souhaitent discuter de tout ça avec toi un peu plus en détail, comment font-ils? Est-ce que tu as un contact facile à donner? Ouais, je vais me lancer je vais essayer de faire du coaching à distance justement, enfin du coaching, de la réhabilitation à distance, des programmes de kiné si on veut à distance. Et du coup, je me suis créé une page Instagram que je vais bientôt partager sur les réseaux sociaux. Donc s'il y en a qui veulent déjà me suivre, il y a pas de souci. Donc c'est à ton nom? Ouais, c'est pas à mon nom exactement. Je vais sinon je te le donnerai, tu Non, le mettras dans vas-y, la dis-nous. description. Je l'ai nommé No Pain to Skate. Donc pas de douleur, ça vient de No Pain to Gain, le célèbre proverbe. Et en gros, il faut se faire mal pour avancer. Et en fait, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, donc je l'ai repris à ma sauce. Donc pas de douleur pour faire du roller, quoi. Ok, c'est pas mal comme nom. Et donc c'est No Pain to Skate by Mo pour mon prénom, MAU, Maureen. Ok. Donc voilà. Et donc dessus, tu vas nous partager des choses différentes de la sais, kiné habituelle? ouais, je sais pas encore exactement comment je vais le tourner, mais ça me permettra de faire un petit peu de publicité pour faire du suivi kiné à distance si on veut, pour peut-être espérer justement accompagner des athlètes de haut niveau ensuite jusqu'aux Jeux Olympiques potentiellement, quoi. Enfin, essayer de toucher un milieu le plus large possible. Et je veux m'orienter en priorité peut-être au début vers le roller parce que c'est mon sport de base. Et je pense que j'ai beaucoup apporté parce qu'il y a de grosses lacunes dans le domaine de la santé, on va dire, dans mon sport qu'est le roller. Et est-ce qu'à Voilà. distance, tu vas pouvoir être aussi précise que si on venait au cabinet? Comment ça va se passer dans ta tête? Ouais, honnêtement, oui, parce que en vidéo, avec des vidéos et avec des photos, on peut objectiver des déficits de mobilité, des déficits de force, on peut objectiver pas mal de choses. Et déjà, des fois, simplement en échangeant avec la personne, en la prenant dans sa globalité, comme je disais avant, on peut mettre en lumière certaines choses sur lesquelles on va pouvoir travailler et des fois, je vais plus facilement pouvoir le faire à distance. Parce que quand on est en présentiel, on est un petit peu pris par le temps, on n'est pas forcément dans un bon environnement, dans un bon contexte, et du coup on fait pas forcément les bons choix. Alors qu'à distance, si je me mets dans un cadre dans lequel je suis posée, je suis bien, je vais être plus à même de bien réfléchir et de faire les bons choix. En tout cas, je l'espère et je suis convaincue. Super, Maureen. Ce sera le mot de la fin. Merci à toi pour ton temps. Et comme ça, tu vas pouvoir aller travailler tranquillement puisqu'on est dans les temps. Yes, génial, merci beaucoup. Parfait. On se tient au jeu et puis je vais suivre cette aventure de toute façon de près. Ok, super, merci beaucoup Rudy. Au plaisir. Bonne journée, salut. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application de podcast d'Apple, mais également sur Spotify. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine.